Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment faire un test de dépendance du Ki2. Ici, en fait, c'est un autre test d'hypothèse. On a encore les mêmes, en quelque sorte, 6 étapes avec des petites différences. Contrairement, on pourrait dire, au test d'hypothèse qu'on avait au chapitre 3, les tests d'hypothèse du test de dépendance se ressemblent toujours beaucoup. Donc, il y a moins de diversité qu'on pouvait retrouver au chapitre 3 dans les tests d'indépendance, les tests d'hypothèse, je veux dire. Étant donné qu'on n'aura pas cette fois-ci de bilatéral, unilatéral, on n'aura pas à choisir entre moyenne, proportion, student, théorème central limite. Donc, ce sera toujours vraiment le même squelette, encore plus que ce l'était au chapitre 3. Donc, on va commencer à faire le tour des étapes. La première étape, toujours formuler ici les hypothèses. H0 sera toujours dans un contexte de test d'indépendance. Les deux variables sont indépendantes. Autrement dit, il n'y a pas de lien entre les deux variables. Donc, ça, c'est toujours notre hypothèse nulle. L'hypothèse alternative, donc son hypothèse opposée, c'est qu'il existe un lien. Donc, il y a un lien. Ça, c'est toujours mon hypothèse alternative, ma contre-hypothèse. À l'étape 2, pour justifier en fait les conditions pour utiliser la distribution du Ki2, ce qu'on doit avoir comme conditions respectées, eh bien, chacune des fréquences théoriques qu'on va calculer vont devoir être d'au moins 5. Donc, Ft plus grand ou égal à 5, on doit avoir au minimum cette valeur-là pour chacune des fréquences théoriques. Les fréquences théoriques, ça ressemble à la première vidéo, ça va être en supposant que mes variables sont bel et bien indépendantes. Donc, ça revient à ce qu'on avait discuté les 2 pages précédentes. Maintenant, le calcul de ces fréquences théoriques-là, c'est ce qu'on avait déjà exploré finalement. On peut l'obtenir avec un produit croisé. Et on peut remplir à ce moment-là le tableau. On peut identifier les fréquences théoriques qu'on va devoir comparer aux fréquences observées. Donc, on va le faire dans les exemples. Au niveau de l'étape 3, c'est qu'on va nous donner un seuil de signification, le niveau de signification alpha. Donc ça ressemble à ce qu'on avait déjà vu. L'étape 4. À l'étape 4, on va devoir déterminer la valeur critique, donc le Ki2 alpha dl, donc cette valeur-ci, et on va la déterminer à l'aide de la table de distribution du Ki2. Donc ça va nous prendre le nombre de degrés de liberté et le alpha qu'on a à l'étape 3. La règle de décision sera toujours la même. Donc on va rejeter H0 si jamais notre Ki2 échantillonnal nous amène plus loin que notre valeur critique. Donc ça sera toujours la même règle de décision pour un test d'indépendance. Au niveau du nombre de degrés de liberté, comment est-ce qu'on le trouve ici? On va le faire dans les exemples, mais ça va tout simplement être de prendre le nombre de lignes qui correspond au nombre de caractéristiques de la variable, le nombre de modalités, moins 1, multiplié avec le nombre de colonnes moins 1. Donc, on va le faire tantôt. Donc, le nombre de lignes et le nombre de colonnes, en fait, là, c'est le nombre de modalités pour chacune des variables. On va faire le calcul tout à l'heure. Donc, ça ici, à l'étape 4, on a notre règle de décision qui est déjà faite. À l'étape 5, on va devoir calculer la valeur expérimentale. Dans le fond, on va avoir observé dans un tableau les fréquences, ce qu'on va appeler les fréquences observées. Donc, comment est-ce que c'est réellement distribué dans notre échantillon versus les fréquences théoriques si on avait vraiment une situation d'indépendance. Et là, on va devoir faire ce petit calcul-là. Okay. Donc, un peu expliquer la formule. Vous voyez, on reconnaît le symbole de sommation, ça ici. Donc, on va devoir additionner la fréquence observée, le FO, moins la fréquence théorique, tout ça au carré, divisé par la fréquence théorique. Et on va faire ça pour chacune des cases. Donc ça, dans l'exemple, on va explorer tout ça. Ça ressemble en quelque sorte à une mesure.
Ça nous permet de mesurer un peu la distance entre qu'est-ce qui est observé et qu'est-ce qui est théorique si jamais les deux variables étaient bel et bien indépendantes selon l'hypothèse nulle. Et finalement, un coup qu'on va avoir notre Ki2 échantillonnable, on va pouvoir le comparer finalement au Ki2 de la valeur critique et on va pouvoir prendre notre décision, on rejette ou on ne rejette pas l'hypothèse nulle en fonction de notre Ki2 échantillonnable. Et encore une fois, on va revenir dans le contexte et on va rappeler le niveau de signification. Donc, ça explique grosso modo les 6 étapes qu'on a à suivre. Et on voit que c'est en fait encore une fois un test d'hypothèse, mais il y aura beaucoup plus de choses qui vont toujours se ressembler. Donc, étant donné qu'ici, on n'aura pas de bilatéral, unilatéral, ce sera toujours la même règle de décision. Il y a seulement quelques calculs, entre autres de fréquences théoriques et le calcul du Ki2 qui est peut-être une plus grande différence. Donc maintenant qu'on a vu les étapes, on est prêt à voir les deux exemples où est-ce qu'on va appliquer un test d'indépendance.